Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du pouding. Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche. Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. L'œuvre de sa vie. C'est ainsi que Thierry Navarre aime à évoquer la remise en culture du cépage Ribérenc, un cépage qui, bien qu'autrefois très planté dans le Languedoc, avait totalement disparu des radars. C'était sans compter sur la ténacité de ce vigneron qui, à partir de seulement quelques pieds, l'a sauvé d'une disparition certaine. Thierry Navarre, domaine Thierry Navarre, la résurrection du Ribérenc. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer sur votre domaine. On a déjà eu l'occasion d'échanger par le passé, mais pas directement chez vous. C'est un peu une figure de Saint-Chinian quand même. Je suis un vigneron un peu connu de Saint-Chignanais, oui, de Roquebrun aussi. Et d'une famille de vignerons, donc, puisqu'ici père et grand-père faisaient du vin, et du vin qu'ils ont toujours vendu directement aussi, même avant les appellations. Avant que les appellations arrivent dans le Languedoc, on faisait du vin dans cette maison, et ce vin-là n'a jamais passé par des caves coopératives, ni par le gros négoce qui venait vider les caves à l'époque. La singularité de cette propriété, c'est qu'elle a toujours fonctionné en vente directe. Voilà. Du coup, il y avait une gamme de produits et déjà une sélection avec des cépages, un peu d'histoire de vinification sur les belles terres de schiste qu'on a sur Roquebrun. Et vous êtes installé il y a combien de temps ici ? J'ai travaillé avec mon père des années 80 aux années 88. En 88, il a pris, lui, la retraite. Donc j'avais les rênes du domaine, si on peut dire, pour pouvoir orienter et réorienter. Il a fallu réorienter quand même les vins, les plantations, bien sûr, la cave aussi, moderniser la cave. On ne l'a pas changé, la cave, on a toujours la même cave, on est un peu à l'étroit d'ailleurs, mais c'est la petite boutique d'accueil. C'était autrefois une cave de muscat, ça, ici, qui était des vins moelleux, des vins naturellement doux. Voilà. Le terroir nous permettait d'avoir des équilibres, mais des vins très sucrés naturellement, des raisins très sucrés naturellement sur les muscats. On ramassait des muscats à 17 degrés, 18 degrés naturels. Ces vins-là fermentaient jusqu'à 14-15 degrés d'alcool acquis et ils gardaient des sucres résiduels, sans trop être sucrés, sans mutage. On arrivait à faire des vins qui se vendaient très bien à l'époque. On n'est pas si loin que ça de Rivesaltes finalement quand on est ici. Alors, on n'est pas loin de Rivesaltes. Cette pratique, bien sûr, elle se faisait à Rivesaltes. Elle se faisait dans la région. Elle se faisait dans la région ici où il y a ce microclimat favorable à la vigne pour avoir des cépages donc, comme le muscat qui est relativement précoce et après qui peut monter en alcool. Et le grenache aussi qu'on ramassait plus tardivement, là, pour le coup. Et que je continue un petit peu à faire pour garder la mémoire de cette histoire. Et le goût aussi, parce que c'est des produits qui sont excellents. Après, commercialement, c'est une autre affaire. Les vins avec du sucre aujourd'hui, c'est compliqué. On ne gagne plus notre vie avec ça. C'est juste anecdotique. Voilà. Et les appellations ne sont pas préoccupées de ces vins-là quand on les faisait. Les appellations, ici, elles ont été faites sur le rouge, et principalement sur le rouge. Et donc, on n'a pas du tout parlé à l'époque de vin doux. Vous le regrettez un petit peu, visiblement ? Ce que je regrette, c'est que les appellations, elles sont là pour sanctuariser des pratiques quand même qui sont quand même assez anciennes, qui sont liées au terroir. On ne peut pas faire ces produits-là partout. Ils le font très bien, ceux qui font très bien sur Frontignan ou dans le Roussillon, tout ça, mais c'est vrai que c'est lié à des terroirs. C'est pas tout le Languedoc qui peut faire des vins comme ça. Et on avait une belle, je crois là, dans le village, une belle production là-dessus. Il y avait pas mal de producteurs qui le faisaient. Et puis après, comme il n'y a pas eu d'appellation, tout ça est tombé. Et on est resté comme toujours les derniers, nous, à vouloir continuer cette affaire-là. Vous parlez de mémoire, vous parlez de cépage. Je me souviens, il y a quelques années, vous avoir appelé pour évoquer justement un cépage dont vous êtes devenu un petit peu une figure particulière aussi. Et vous me racontiez l'histoire, vous m'avez raconté l'histoire de votre domaine, de votre famille, et l'histoire d'un cépage qui a redémarré avec quelques pieds à la
basse, si je me souviens bien. Et c'est un peu pour ça que je viens vous voir à un moment où, au niveau de Saint-Chinian, les choses bougent beaucoup sur l'encépagement. Apparemment, dans quelques mois, le cahier des charges pourrait être validé par l'INAO avec l'introduction de cépages qu'on ne pouvait pas utiliser apparemment au niveau de l'appellation Saint-Chinian. Et vous êtes un peu celui qui a fait ressortir de terre des cépages dont plus personne ne se souciait finalement. Alors oui, ressortir de terre ou remettre en culture. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.